D'abord, bonjour mesdames et messieurs. Merci à Jean Stone de sa présentation et à tout l'UIP, Jean-François Lambert pour leur invitation et à madame Anne de Constantin pour le soutien de cette journée. Alors je voudrais vous parler donc au titre du pôle risque et de l'Université de Caen. C'est une structure d'une cinquantaine de chercheurs dans plusieurs disciplines, 17 biologistes et chimistes, mais aussi de nombreux sociologues, économistes, philosophes, juristes qui travaillent sur les nouveaux risques. Cette structure est associée au CNRS et je dirige un laboratoire, une équipe de biologie moléculaire dans le cadre de l'Université de Caen et je suis moi-même professeur de biologie moléculaire dans ce cadre. Il se trouve que j'ai aussi été nommé expert pendant 9 années, évaluant notamment le maïs transgénique de Novartis auquel il a été fait allusion. Novartis étant devenu Syngenta, qui a beaucoup travaillé dans ces dossiers, et aussi pour l'Union européenne dans le conflit entre les États-Unis et l'Europe. Sur le moratoire OGM à l'Organisation mondiale du commerce, il y avait un conflit à ce niveau, sur le moratoire européen, notamment pour l'étiquetage et la traçabilité, qui a été mise à peu près partout dans le monde grâce au protocole de Carthagène, 162 pays, ou en cours de mise au point, c'est le protocole d'identification des OGM et de respect de la biodiversité, y compris par la Chine ou l'Asie. Et donc, seuls les États-Unis... et c'est ce qui, en fait, fait la pseudo-acceptation des citoyens là-bas, n'ont pas d'OGM identifiés dans l'alimentation en particulier. Ce sont des OGM vivants, au contraire, donc ce sont des cultures de plein champ. Au contraire des OGM médicaux qui sont faits en milieu confiné et dont on extrait des produits qui servent ensuite à la santé avec traçabilité. Donc, les nouveaux défis d'aujourd'hui se placent sur plusieurs plans. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Sur chacun de ces plans, les OGM ont été finalement évoqués pour apporter des solutions. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre, donc il faudrait évidemment plus de nourriture. Alors la question se pose, plus de nourriture, plus de grandes monocultures par les 8 principales firmes dont Novartis devenu Syngenta, Monsanto et les autres, donc on pense à Bayer, etc., qui ont participé à la synthèse des pesticides et des OGM. Ce sont les mêmes grandes firmes qui font les deux, et les médicaments d'ailleurs. Nous n'avons jamais autant épuisé nos ressources naturelles, donc c'est des sources de conflits, en eau douce, en terres arables, en pétrole, donc on dit des OGM qui seraient adaptés à la sécheresse, comme le sont un certain nombre de plantes naturelles. Nous n'avons jamais autant pollué nos milieux de vie, en une demi-vie humaine, on va le voir, c'est-à-dire qu'il y a des formes de résidus des synthèses chimiques d'après-guerre qui viennent des dérivés du pétrole, comme les plastifiants, les pesticides, ou bien sûr les gaz de pétrole qui sont dans chacun de nos organes. Nous n'avons jamais autant modifié l'écosystème, le climat et le vivant. C'est la plus grande extinction des espèces depuis le début de l'humanité. On parle avec notamment les grands protocoles internationaux de 6e extinction des espèces. Et nous n'avons jamais autant changé la reproduction, allant même jusqu'à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants à une vitesse industrielle, ce qui change de la vitesse agricole habituelle. C'est-à-dire que l'espèce humaine est la seule espèce vivante sur Terre à avoir finalement accès au patrimoine héréditaire des êtres vivants pour le modifier à sa guise à une vitesse industrielle. Donc ça nécessite au moins un certain nombre de contrôles. Regardez simplement le développement des sociétés dites épidémiques au cours des 10 derniers siècles. On voit qu'on prend conscience finalement des limites de la biosphère au cours du XXe siècle parce qu'on en a besoin. On en prend une conscience plus charnelle. Et l'eau douce disponible pour devenir potable, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'une petite partie de l'eau des océans, va diminuer également de la même manière. Voilà la biodiversité, la 16e extinction due à l'homme. Chaque fois que vous voyez des flèches, des creux qui vont vers votre gauche, ce sont des extinctions d'espèces. Vous voyez que ce n'est ni la plus importante en quantité d'espèces, la 6e extinction due à l'homme, c'est 20 à 30% des espèces.
ni la plus ancienne, bien sûr, c'est la 6e, mais c'est la plus rapide. Et chaque fois, ce sont les espèces les plus sophistiquées, les plus dépendantes dans l'écosystème des espèces précédentes pour vivre, c'est-à-dire de la chaîne trophique, qui disparaissent le plus vite. Donc les grands mammifères, les grands oiseaux, les grands poissons, etc. Alors, donc on a cette chute de la biodiversité et les OGM sont des espèces nouvelles si on les met dans l'environnement. Il y a des lois différentes pour les OGM qui sont destinés à l'environnement et des OGM comme par exemple les plantes agricoles qui sont essentiellement, avec le saumon transgénique qui tape à la porte, les seules espèces destinées à l'environnement, à être cultivées dans l'environnement. Tandis que les OGM médicaux sont toujours destinés au milieu confiné et on va en utiliser des produits. Alors, vous voyez notre contamination par un certain nombre de produits, des pesticides, comme le DDT, le DDE, des vieux pesticides, mais aussi des tout récents. Dans le lait humain, on a dosé le mois dernier, par exemple, des résidus de Roundup, le premier herbicide du monde et le principal herbicide associé à la culture des OGM. Des hydrocarbures, donc cette contamination est aujourd'hui omniprésente. On la dose également à travers plusieurs générations en Europe et partout dans le monde. La question, c'est, on a plus de 350 polluants différents dans les grands lacs canadiens. Est-ce que les OGM vont participer à cette pollution, notamment par l'usage du principal herbicide du monde? 100% des OGM vont être réalisés, non pas pour une meilleure productivité, ce sera éventuellement indirect pour une forme d'agriculture intensive, mais à contenir des résidus de pesticides, dans 80% des cas, le principal herbicide du monde, qui est le Roundup. Donc, on trouve un certain nombre de polluants, on n'en dose que 70 environ dans l'eau du robinet. Il y a aujourd'hui un certain nombre de produits connus comme perturbateurs endocriniens. Le Roundup est suspecté, grâce à nos travaux, à en être un. Et il est, par exemple, assez étonnant que, par ailleurs, l'insecticide BT, Bacillus thuringiensis, comme on l'appelle, qui est présent dans le maïs transgénique MON 810 de Monsanto, un insecticide BT modifié, ou l'insecticide BT modifié par la firme Novartis, Jacques Nérin faisait allusion à cela tout à l'heure, du maïs transgénique BT 176, qui était le premier autorisé en Europe. Jacques Nérin a écrit avec Philippe Gay un livre qui était le concepteur du maïs transgénique Novartis. Donc, il est assez effarant pour moi de voir que cet insecticide qui est modifié à 44% n'a jamais été testé sur les cellules humaines avant que nous le fassions plus de 10 ans après la commercialisation des premiers maïs transgéniques. Alors, les pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, autres pesticides, le bisphénol A, des produits donc qui sont à peu près tous issus du pétrole, sauf les médicaments et les autres estrogènes synthétiques, on en trouve partout dans nos milieux. Les métaux lourds également, par ailleurs. Alors, trois grandes questions se posent. Comment ces produits se bioaccumulent-ils? Comment ils ont des effets combinés? Et comment ils ont des effets à long terme? Je replace évidemment les OGM dans un contexte plus général des problématiques de santé publique. Ça, ce sont les limites de l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épidémiologie n'est pas apte complètement à répondre à ces questions parce qu'elle ne sait pas traiter les effets combinés et à long terme des polluants environnementaux, au contraire de ce qu'elle sait faire avec les problèmes de maladies microbiennes, bactéries ou virus, parce que là, les agents se multiplient vite en général et ont des effets assez spécifiques sur des organes, tandis que les polluants sont en quelque sorte des spams de la communication cellulaire et vont s'accumuler lentement et auront des effets à plus long terme. Alors, on va trouver sur les gènes de fœtus et des bébés aujourd'hui, donc on ne l'a pas trouvé parce qu'on ne l'a pas cherché encore sur les gènes de fœtus, mais on l'a trouvé sur les gènes de lapins ou de rats qui en a fait ses expériences, par exemple, des résidus de Roundup. Mais on va trouver sur les gènes de fœtus des résidus de gaz de moteur, des pesticides, des résidus industriels. Et la question, c'est combien d'entre nous ont eux-mêmes, dans leurs proches, ces maladies qui, quand on les prend une par une, ne relèvent pas, selon la médecine conventionnelle, de problèmes majoritairement bactériens ou virus, et chacun de mes mots a une importance, majoritairement bactériens ou virus, par exemple, comme le cancer du sein, il y a quelques cancers qui sont dus
à des bactéries ou à des virus, mais ça n'est pas la majorité des cas. Une maladie nerveuse, où on a aussi des spams de la communication ou des destructions de la communication cellulaire, une maladie hormonale, comme le diabète ou une hypofertilité, une maladie immunitaire, un problème de reproduction. Chacun, quand il parle de lui-même ou de ses proches, a un problème dans ses proches, sa famille, concernant ces maladies chroniques qui se développent énormément. Vous allez voir que... vous allez voir que ces maladies se développent énormément dans nos sociétés industrielles aujourd'hui. Et si on peut se poser des questions sur l'origine de l'une ou l'autre maladie, quand on les regarde dans leur ensemble, il n'y a pas de cause génétique connue qui soit à l'origine de ces maladies et pas de cause bactérienne ou virale connue qui soit à l'origine de la majorité de ces maladies. Restent les causes environnementales. Elles sont toutes liées, ces maladies, à l'inhibition, c'est-à-dire à l'empêchement d'une communication cellulaire adéquate qui fait que nous sommes vivants et qui fait que nous sommes des êtres plus complexes que des bactéries, c'est-à-dire que les bactéries ne tiennent, on a 200 000 milliards de cellules, les bactéries ne tiennent pas associées les unes aux autres en échangeant autant de fonctions que nos cellules de mammifères. Alors, les limites de l'épidémiologie, évidemment, sont importantes. Et par quoi peut-on remplacer cela? Par un certain nombre de mécanismes biochimiques connus en éprouvette, d'effets cellulaires, d'effets sur les animaux de laboratoire, d'effets sur les animaux sauvages de ferme et sur les cas humains, par exemple. Si une question se pose pour un pesticide ou un OGM, on pourra étudier les effets biochimiques en éprouvette d'une molécule particulière avec une autre molécule particulière, pour simplifier le problème au départ, des effets cellulaires, par exemple des principaux herbicides du monde sur les cellules humaines, ce que nous faisons au laboratoire, les effets sur les animaux de laboratoire, ce que nous avons fait au laboratoire avec des OGM et le principal herbicide du monde, l'observation des effets sur les animaux sauvages et de ferme, et les cas humains, c'est-à-dire ce qu'on a fait aussi à l'université de Caen, c'est-à-dire observer dans les familles d'agriculteurs ou alors dans les usines qui produisent ces produits, tels que les pesticides associés aux OGM. Alors, donc ce que nous faisons au laboratoire, notre thème principal, c'est d'étudier les 10 principaux polluants du monde en quantité, dans les eaux de surface et les eaux de rivière et les aliments, et étudier leurs effets combinés sur des cellules et ou des animaux de laboratoire. Donc, nous utilisons des cellules humaines, plus d'une dizaine de lignées, des cellules fraîches sans destruction d'embryons venant de cordon ombilical ou de placenta. Et nous obtenons, donc nous étudions ces cellules, évidemment avec des doses environnementales ou beaucoup plus faibles que les contaminations environnementales. Et nous avons montré, par exemple, qu'il y avait une chute des hormones sexuelles en présence de doses non considérées comme toxiques environnementales quand on mêlait, merci parce qu'il commençait à faire chaud dans la tribune avec ces grosses lumières, où on mêlait des polluants à des doses non toxiques pour les cellules elles-mêmes. Donc, vous avez par exemple, quand on met du bisphénol A, du chlordécone, du nonylphénol, du tributyltin, qui par exemple, ça c'est un fongicide mêlé à toutes les peintures de bateaux, il y en a dans beaucoup de fruits de mer. Si on les met à des doses environnementales, on n'a pas de toxicité aux doses qui sont censées être gérées par la réglementation. Si on les met de manière combinée et moitié moins de chacune, on peut avoir des inhibitions de la fabrication des hormones sexuelles par 10. Donc, c'est un peu comme du sable de différentes tailles et de différentes couleurs, de différentes capacités collantes qui pourraient agir sur les mêmes cibles dans la cellule, qui sont notamment la cible dans ce cas-là, de production des hormones sexuelles, mais on l'a fait aussi sur les cibles de respiration cellulaire et autres. Donc on a détecté que le Roundup était un des principaux pesticides des eaux de rivière avant même l'utilisation des OGM et que cela s'amplifie avec l'utilisation des OGM. Et notamment, on a une augmentation de plus de 500 fois aux États-Unis des résidus de Roundup autorisés dans les OGM alimentaires. Donc on a, selon la plante, 100 à 500 fois et le Parlement européen a dû augmenter les résidus alimentaires de Roundup pour pouvoir importer des OGM d'une centaine de fois également.
On l'utilisait avant sur les plantes pour assécher le blé, par exemple, mais là, dans la plante tolérante au Roundup, qui sont les principaux OGM du monde, donc le soja tolérant au Roundup, le maïs tolérant au Roundup, vous avez remarqué que je ne dis pas résistant, car ça n'est pas une résistance au niveau moléculaire, Monsanto le dit lui-même, c'est une tolérance, ça veut dire qu'on surexprime le gène dans la plante, ce qui la rend insensible. Il y a la même différence, de signification entre tolérance et résistance, qu'on la comprend bien quand on dit tolérance à résistance à l'envahisseur ou aux nazis. La résistance lutte contre et la tolérance vit avec. Et donc, il n'y a évidemment aucune lutte contre le Roundup dans la plante tolérante au Roundup. Elle en fait ses membranes, elle vit avec, elle y devient insensible. Donc, au niveau agronomique, il existe des résistances quand on n'a pas encore caractérisé le mécanisme, mais là, pour les OGM, on sait, de par le mécanisme qu'on a invoqué, la surexpression d'une cible de la plante pour la rendre insensible, que la plante est tolérante au Roundup et non résistante. Alors, donc, nous, on a regardé les effets de ce Roundup à des doses bien moindres que celles qu'on a dans l'alimentation OGM d'abord, sur des cellules placentaires humaines. On savait que ce Roundup était un problème pour la qualité du sperme des rats et la quantité, et pour les grossesses chez les agriculteurs. Alors, Monsanto, évidemment, critique chacune de ces études qui a été faite par d'autres, par des Américains, là, pour dire, écoutez, c'est seulement in vivo, c'est seulement en cellule, c'est seulement une étude sociologique. Donc chaque fois, ils ont une petite réponse critique sur leur site internet. Et ce qu'on a fait, évidemment, ils nous ont beaucoup attaqué, comme tous les lobbies. Ce qui est amusant, c'est quand on a sorti notre principale étude, 75% des gens qui ont réagi en 24 heures, c'était des gens en biologie végétale qui avaient des brevets sur les OGM qui s'étaient convertis en une nuit en toxicologues avertis. Et donc on a la liste, c'est les gens qui ont écrit à Food and Chemical Toxicology qui était notre éditeur. Donc évidemment les académies et autres systèmes d'évaluation qui étaient mis en cause par cette étude puisqu'ils avaient permis la commercialisation de ces produits, ont été comme attaqués et offensés dans leurs autorisations, parce que si nous avions raison, peut-être fallait-il que certains d'eux aillent en prison. Puisque nous n'avons rien inventé d'original, nous avons fait les tests qu'ils auraient pu imposer aux firmes. Mais il se trouve que, par exemple, à l'EFSA, à l'Agence européenne de sécurité sanitaire, il y avait un certain nombre de gens, je pense à Diana Banati, la directrice, ou à Harry Kuiper, le chef du comité OGM, scientifique du comité OGM, ou à Suzy Rankins, la secrétaire du comité OGM, qui étaient des gens, ou à Gérard Pascal en France, qui a œuvré à côté de moi, mais lui, pour faire autoriser les OGM, par contre, dans la commission du génie biomoléculaire, qui étaient des membres de l'ILSI, qui est le plus grand cabinet européen de biotechnologie, qui a pignon sur rue et building à Bruxelles pour travailler auprès des parlementaires pour avoir des autorisations. Et donc leur travail consiste à essayer de ne pas faire d'évaluation sur les animaux pour les OGM. Donc c'était déjà une idée révolutionnaire pour eux que de tester sur quelques rats les OGM avant les années 2000. Par exemple, le tout premier maïs de Novartis, le BT176, n'avait été testé que sur 4 vaches, dont une mourait au bout d'une semaine. Le test durait 2 semaines et il restait 3 vaches pour dire que finalement l'insecticide ne devait pas être toxique. Donc c'était ça le test. Je ne vous dis pas ça comme une opinion philosophique, je vous dis ça parce qu'il y a eu un procès en cours d'appel qui l'a prouvé. Donc, qui a été fait d'ailleurs par Corinne Lepage et un certain nombre d'autres personnes. Donc, les effets temps et dose dépendants du Roundup sur les cellules embryonnaires, on remarque que ça les dessèche à des doses où il n'est même pas herbicide et où il ne peut pas tuer les plantes. Et donc, on regarde ce qui se passe. Ça se passe avec un certain nombre de cellules. Ça se passe toujours pareil. Vous voyez un dessèchement des cellules en présence de très faibles doses de Roundup. On l'a vu à des doses encore plus faibles. On voit que le Roundup est perturbateur hormonal. Mais pourquoi les autres ne l'avaient pas vu? Eh bien, tout simplement parce que pour l'autorisation, j'allais dire, sur le monde entier du Roundup, seul un test de Monsanto, toujours la firme qui vend en même temps l'herbicide et l'OGM, ne fait pas
appel au Roundup, mais au glyphosate, qui est le principe actif déclaré. Donc c'est un produit sur une quinzaine au moins, qui sont dans... tous ces produits sont dans toutes les formulations qu'utilisent les agriculteurs, c'est-à-dire dans toutes les bouteilles qu'utilisent les agriculteurs ou les containers, et ou vous-même, si vous en utilisez pour nettoyer votre jardin, pour essayer d'enlever ce qu'on appelle mauvaises herbes, qui sont en fait des adventices qui peuvent être très utiles dans certaines civilisations pour faire des co-cultures. Il y a pour plus de productivité des cultures en Amérique du Sud qui utilisent à la fois des céréales et des légumineuses, par exemple. Ces autorisations d'herbicides n'étaient faites et ne sont toujours faites que sur la base du glyphosate que l'on prend pour le principe actif parce que Monsanto l'a déclaré. Et comme on prend l'insecticide BT pour inoffensif parce que Novartis l'avait déclaré devenu Syngenta. Donc le Roundup est dans 80% des OGM, donc on trouve qu'il y a des effets très différents à la fois pour le Roundup et entre le Roundup et le glyphosate. Il est jusqu'à 100 000 fois plus toxique en 4 jours, 3 ou 4 jours sur cellules humaines, dans les mêmes conditions. Le glyphosate n'est quasiment pas toxique, donc il y a des esprits avertis qui disent « Ah oui, mais on pourrait augmenter la quantité de n'importe quel produit et il pourrait devenir toxique », sauf que le glyphosate n'est pas toxique, mais le Roundup l'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Alors on a été, jusqu'à présent, l'équipe dans le monde qui a le plus publié sur les effets sur la santé des OGM et des pesticides dans des revues internationales à comité de lecture. Et nous avons donc une expérience et nous sommes demandé si cette vérité pour le Roundup pouvait être étendue à l'ensemble des pesticides du monde. Et donc ce qu'on a fait, c'est étudier sur 10 types cellulaires différents, plus de 10 formulations de Roundup, parce qu'il y en a des très différentes, on a toujours constaté la même chose. Et ce qu'on a fait, il est jusqu'à 1000 à 100 000 fois plus toxique que le glyphosate. Et ce qu'on a fait, évidemment, c'est de regarder si ces principes actifs nouveaux qu'on a identifiés dans le Roundup, qui ne sont pas le glyphosate, qui sont des dérivés toxylés, probablement des graisses de porc brûlées avec beaucoup de détergents corrosifs, ce qu'on a fait, c'est regarder si ces composés étaient présents, enfin en tout cas s'il y avait le même phénomène entre le pesticide et le principe actif déclaré dans les autres pesticides. Donc on a identifié ces produits par spectromètre de masse, les produits les plus toxiques, on les a réessayés sur cellules, certains les ont réessayés in vivo, et nous avons remarqué qu'en fait il y avait primo une évaluation mensongère des agences sanitaires, et donc ils le savent que le BFR, par exemple le bureau allemand qui a réévalué le glyphosate, il y a un grand manque sur l'évaluation du Roundup, mais on a des agences sanitaires qui ne se préoccupent que du glyphosate, qui en déduisent des doses limites à consommer, alors qu'il n'y a aucune étude au monde, par une agence réglementaire ou par une société ayant commercialisé un pesticide, sur les analyses de sang d'animaux qui auraient reçu ce pesticide à des doses environnementales ou alimentaires. Donc déjà, si vous voulez commercialiser des produits comme ça dans les OGM, c'est déjà en soi un risque. Et les OGM n'ont pas été modifiés pour augmenter la productivité brutalement. Il n'y a aucun gène qui permet l'augmentation de la productivité. C'est pour soit pouvoir contenir des pesticides en grande quantité, des herbicides en grande quantité, pour ne pas mourir alors que les autres plantes en meurent, soit pouvoir, donc y être tolérante, soit pouvoir fabriquer un insecticide par elle-même, qui évidemment échappe à la réglementation des insecticides, parce qu'il est produit dans une plante vivante, pour pouvoir tuer certains insectes, et seulement certains, ça n'évite pas les insecticides contre d'autres insectes qui viendraient, évidemment, ou les fongicides contre d'autres plantes. Donc en fait, les firmes disaient comme un mythe que cela réduirait les pesticides, alors que ça augmente la quantité des principaux pesticides du monde, l'utilisation des OGM. Mais le fait qu'on croit que cette terre soit plate est dommageable à la rationalité. Alors, les protéines BT, par exemple, qui sont produites dans les autres 20% des OGM, elles sont toujours modifiées. Ce sont des insecticides qui viennent non pas d'une autre plante, comme il a été dit tout à l'heure, mais d'une bactérie du sol qui, en fait, mange les insectes quand ils sont au sol et qui peut les infecter, qui est Bacillus thuringiensis. Ce n'est pas
l'insecticide naturel de Bacillus thuringiensis qui se présente sous la forme de cristaux. D'ailleurs, il y en a plusieurs dizaines de formes différentes, mais des chimères génétiques d'insecticides solubles qui sont produits par la plante. Donc là encore, la rationalité voudrait qu'on les essaye sur des cellules humaines et qu'on les fasse manger ces plantes en quantité à des rats pour savoir, parce que l'insecticide peut être modifié par sa production dans la plante, pour voir ce que cela fait, et cela n'est toujours pas fait aujourd'hui, à long terme, comme la plupart des pesticides agissent. Donc il y a beaucoup d'irrationalité dans les autorisations aujourd'hui, et on peut se dire que dans l'étude que nous avons faite avec les sociologues, qui était un projet européen sur 8 universités et 8 ONG, sur les raisons pour lesquelles les personnes dans le monde, et pas seulement en France, en Suisse ou en Europe, sont réticentes à l'égard des OGM, eh bien c'est qu'il y avait une erreur fondamentale dans le dossier. Vous voyez, c'est un progrès, messieurs, dames, mais on ne sait pas où ça se trouve dans l'assiette, et les évaluations sanitaires sont confidentielles, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc l'irrationalité, en fait, est là. Et les gens se méfient des progrès qui ne leur apportent rien, mais ils se méfient moins de ce qui est un développement technique et qui va leur apporter, comme le téléphone portable ou la voiture, c'est vrai. Alors, la cytotoxicité des toxines BT avait jamais été testée sur cellules animales, et nous avons été les premiers à le faire, et nous avons vu, en combinaison avec le Roundup, des effets toxiques sur les cellules humaines à des doses certes, qui ne sont pas les doses alimentaires, mais ça permet de dire qu'il y a peut-être un effet, si on comprend son mécanisme, qui peut être amplifié in vivo, et que donc il faut tester in vivo ces produits, c'est-à-dire les donner à manger à des rats à long terme. Donc on a vu que la dose admissible des pesticides était largement sous-estimé parce qu'on ne prenait pas en compte le pesticide, mais qu'on prenait en compte simplement le principe actif déclaré, qui n'est pas le plus puissant dans le pesticide. Et on a démontré que ça, c'était vrai pour les 10 principaux pesticides du monde, y compris les fameux imidaclopride ou acétamipride, qui sont les produits qui posent problème, ou le pyrimicarbe, qui sont les produits qui peuvent poser problème pour les abeilles. Si le produit était évalué dans sa totalité, on verrait une toxicité qu'on ne voit pas avec le seul imidaclopride, qui n'est donc qu'une molécule parmi le mélange inventé par l'industrie pour pouvoir potentialiser ses effets. Alors, on a vu ces différences, mais je vais passer sur ces différences. Vous voyez la courbe entre le pesticide et son principe actif, entre son principe actif et le pesticide est toujours en faveur du pesticide en formulation tel qu'il est dans la bouteille et non pas en faveur du principe actif. Ça change d'ailleurs sa solubilité, sa stabilité des adjuvants qui sont avec le pesticide. Voilà, donc on a fait cela et on en est venu à se dire, eh bien, cela, qu'est-ce que ça fait in vivo? Alors, comme il y avait un débat sur l'aspect sanitaire des OGM, alors sur les pesticides, si on veut faire une homologie assez courte et facile, c'est que la matière noire des pesticides, comme la matière noire de l'univers, peut-être, ne se voit pas, mais c'est la plus présente, et pour les pesticides, c'est la plus toxique. Donc, maintenant, venons-en aux OGM agricoles. Donc, il y a deux types de lois, les lois pour les OGM en milieu confiné, qui n'ont jamais, il n'y a jamais eu de moratoire recherche sur les OGM en milieu confiné, n'est-ce pas? Et il ne faut pas confondre la recherche et le développement. Quand on est en plein champ, on est dans le développement. Il n'y a aucune évaluation sanitaire ou environnementale réelle. D'ailleurs, s'il y en avait une, les gens qui produisent en plein champ pourraient donner les résultats de ce qu'ils ont fait en serre. Or, ils ne les donnent jamais. J'ai été pendant 9 ans membre de la commission qui les a évalués. Il n'y a pas de test sanitaire avant de passer en plein champ. Donc c'est du développement industriel, et je ne pense pas que ceux qui développent les OGM soient le plus à même d'étudier au niveau toxicologique les OGM, parce que ça nécessite de la toxicologie et pas de la biologie végétale moléculaire. Et donc il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui sanitaire sérieuse dans les dossiers des industriels, puisqu'il n'y a pas de tests à long terme et que nous avons dû nous battre pour avoir les premiers tests de 3 mois contre l'avis de certains lobbyistes comme Gérard Pascal de l'INRA ou d'autres qui disaient mais non, c'est pas la peine, et puis quand il les a eus, qui ont dit mais on ne voit pas vraiment d'effets alors qu'il y avait plus de 50 effets reconnus par les firmes. Donc les OGM en plein champ, disons au niveau de l'environnement, se concentrent sur les plantes alimentaires aujourd'hui, et 56,5 sont tolérantes à un herbicide, principalement dans 90% des cas de ces 56,5 au Roundup.
17% produisent leurs propres insecticides, comme les maïs BT modifiés. C'est des gènes de BT modifiés, ça donne des protéines modifiées. Donc ce ne sont pas des protéines naturelles, encore une fois. Ça ne veut pas dire que les protéines naturelles, évidemment, soient toutes non toxiques. Il peut y avoir des venins de serpent, des venins de différents organismes qui soient toxiques. Hein. Mais ça veut dire que quand on introduit un élément chimique nouveau en grande quantité, ben, le plus honnête, c'est de le tester. Et 26,5 absorbent ou produisent des pesticides, donc ont 2 à 8 caractères de ce type. Il n'y a rien d'autre depuis 15 ans. Et tous les mythes de « on va faire pour nourrir le monde », en fait, ça sert à nourrir dans 90% des cas les cochons et les vaches des pays riches. Donc tout le mythe de « ça va servir à autre chose », ben, force est de constater que les 8 grandes entreprises qui monopolisent le marché ne font rien d'autre, parce que ce qui les intéresse en tant que vendeurs de pesticides, c'est de valoriser leurs pesticides. Et peut-être que la recherche publique ferait autre chose, mais beaucoup d'études, comme le responsable Olivier De Schutter, ont montré qu'il y a aujourd'hui une agriculture différente qui puisse nourrir le monde et pas la concentration sur des monocultures utilisant beaucoup de pesticides. Donc la question ne peut pas se poser simplement en termes monolithiques, dans l'unicité d'une pensée technologique. Donc, les OGM cultivés dans le monde, ce n'est pas la longue liste qu'on a entendue. Il y a une différence énorme entre la liste des autorisations et ce qui est effectivement cultivé. Donc, on va sur le site des cultures effectives qui est revendiqué par les industriels eux-mêmes. Et on a une très faible diversité sur 175 millions d'hectares, essentiellement du soja, du maïs, du coton et du colza. Et comme le coton n'est pas très alimentaire, alors qu'on en fait des huiles quand même, et qu'en Inde ou en Chine, les animaux tels que les chèvres ou les moutons peuvent paître sur des champs qui ont été récoltés pour la fleur de coton, et que le colza sert beaucoup à l'huile, il y a essentiellement le soja et le maïs qui font environ 10% de l'agriculture mondiale. Je veux dire, ces OGM font environ 10% de l'agriculture mondiale. Donc c'est 18% de l'agriculture des USA et ils ne sont pas étiquetés, pas tracés et mélangés a priori avec le reste de l'alimentation. Voilà pourquoi les gens n'étaient pas au courant pendant 1 ou 2 décennies de leur présence. Donc le soja, ben, il est fait pour absorber le Roundup, comme la plupart des OGM. On met moins des autres herbicides au champ dans un premier temps, on met beaucoup plus de Roundup et essentiellement du Roundup, et la graine va contenir ses dérivés et va accumuler ses dérivés. Il est scientifiquement faux de ne parler que de glyphosate, puisqu'elle va contenir aussi le reste. Donc adjuvant et métabolite du glyphosate. Alors le maïs, lui, il va produire beaucoup d'insecticides, jusqu'à de l'ordre du kilo par hectare, et donc là encore, il faut une évaluation. Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'est de reprendre les dossiers de Monsanto que j'évaluais, mais je n'avais pas le droit de le faire parce que les entreprises ont décidé que c'était confidentiel, les évaluations sanitaires, et que c'était secret de fabrication. Ce qui est contre la loi. Finalement, on a gagné en Allemagne et on a gagné en cours d'appel. Monsanto a attaqué l'Allemagne parce qu'il nous donnait les analyses de sang des 40 malheureux rats qui avaient mangé leurs OGM pendant 3 mois seulement. Et on a publié tous les effets secondaires qu'ils avaient cachés. Donc on a vu des effets sur le poids des animaux et on a vu tous ces paramètres là que vous voyez sur votre gauche qui étaient déréglés. Eux aussi d'ailleurs, hein, ils ont vu ça, mais ils ne l'avaient pas mis dans le résumé que lisent essentiellement les gens des comités d'évaluation, parce que sinon c'est des milliers de pages et on les reçoit juste une semaine avant la réunion. Si on se concentre sur ce travail qui a pris plusieurs mois de retaper toutes les données de Monsanto, parce qu'ils ont été obligés par la justice de nous les donner, mais ils avaient donné des tableaux de chiffres dans tous les sens, donc ils ne nous ont pas donné de format électronique, donc maintenant on leur demande des formats électroniques, eh bien c'est par exemple un syndrome en 3 mois prédiabétique dans des rats évalués et élevés exactement de la même manière que des rats contrôles. Il y avait, dans l'expérience de Monsanto lui-même, je mets au masculin Monsanto, je ne sais pas, on pourrait dire elle-même, une firme, il y avait, parce que c'était les plus avancés, ils ont 90% des brevets, c'est pour ça qu'on en parle, sur ces OGM, parce que évidemment les OGM ont des brevets qui leur permettent de monopoliser les ressources et les semences agricoles.
parce qu'ils disent que c'est une invention de l'homme, faisant fi justement de 10 000 ans en agriculture où ces plantes ont été sélectionnées sans qu'on ait des brevets dessus. Alors, on a une augmentation du poids du corps pour les femelles, une augmentation du poids du foie, une augmentation du sucre de 10%. Tout ça, c'est significatif selon les critères de Monsanto et les nôtres. 24 à 40% d'augmentation de graisse dans le sang. Des anomalies urinaires, ça ressemble à un syndrome prédiabétique. Mais les mâles se comportent différemment. Les mâles ont une perte du poids des reins, une perte du poids du corps, du cou, mais aussi, ils ont comparablement des anomalies rénales. Alors, nous avons dit, ça mérite au moins d'étendre ces tests de 3 mois à 2 ans, qui est la vie d'un rat. Et donc Monsanto a répondu, non, ça ne permet pas d'étendre ça à 2 ans de la vie d'un rat, il ne faut pas faire ces tests-là, parce qu'on avait bien vu, comme Serralini, là il le marque, ces différences significatives, mais on les interprète comme non biologiquement importantes. Donc ils ont inventé le concept d'abord d'une plante suffisamment différente pour être brevetée, mais pas suffisamment pour être étiquetée. Et deuxième concept, la plante suffisamment différente pour qu'on puisse la commercialiser avec un avantage, mais pas suffisamment différente pour l'évaluer sur animaux. Et ensuite, le concept d'effet d'effet statistiquement significatif, mais pas biologiquement significatif. Alors ça existait déjà un peu, mais selon quels critères? Alors, leurs critères, évidemment, ils remercient ces experts toxicologues patentés qui se sont acharnés contre moi et contre mon équipe, d'ailleurs, quand nous avons publié. Ils remercient gracieusement le support financier de Monsanto, certains en mettant même qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêts. Et ils disent, c'est un cabinet qui a écrit ça, qui a recruté ensuite, c'est expliqué là les experts, et ils disent, seulement 40 rats mesurés sur 80 en mangeant des OGM, sur 400 qui étaient en expérience, c'est-à-dire ceux sur lesquels on fait les analyses de biochimie, pour Monsanto, c'est 10 rats par groupe et 4 groupes. Et pour la patate OGM autorisée par l'Europe, c'est 5 rats par groupe. Vous voyez, alors il y a 2 poids, 2 mesures. Nous, ils nous ont dit, il n'y a pas assez de rats, ce n'est pas les bons rats, mais eux les font sur les mêmes, et avec des fois 2 fois moins de rats, pour avoir l'autorisation pour manger à tout le monde, tandis que notre étude n'a pas conduit à une autorisation ou à un retrait quelconque. L'EFSA reconnaît que les insuffisances statistiques de Monsanto qu'elle a acceptées sont insuffisantes, mais elle ne leur demande pas de recommencer les tests. Donc on a publié avec un certain nombre on a plus de plusieurs milliers de scientifiques qui nous ont soutenus dans le monde. D'ailleurs, il y a plein d'éditeurs qui voulaient nous republier, et un d'entre eux va nous republier. Parce qu'il y a une étude qui a été retirée grâce à Monsanto, qui s'est introduit sous le nom de Richard Goodman dans le bureau éditorial de Food and Chemical Toxicology, qui est l'éditeur qui nous avait publié. Et donc on a publié un certain nombre d'études montrant que ces critères qu'utilisait Monsanto n'étaient pas bons du tout, parce que ce qu'ils utilisaient, c'était similarité des effets dans les 2 sexes pour que ça soit biologiquement significatif. Où est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Il faut que ça soit proportionnel par rapport à 2 mesures qu'ils ont choisies a priori. Pour toutes les hormones, ça ne peut pas être vrai. Je vous ai dit que les pesticides peuvent avoir des effets perturbateurs hormonaux, si c'est eux qui agissent dans l'OGM. Ça n'est pas la seule hypothèse. Et on va voir qu'il y a d'autres découvertes. Je n'aurai pas le temps de tout vous montrer aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, c'est que si on modifie les plantes pour contenir des pesticides, plus de pesticides, il faut au moins voir ce que font ces pesticides sur la santé. C'est le b.a.-ba du système. Et il faut que ça soit hors d'une norme historique. Alors ils disent, nos rats sont trop sensibles, donc il faut pas utiliser ces rats, mais bon, le problème c'est que 250 000 études les utilisent. Et ils disent, il faut être dans la norme historique. Alors, le problème c'est que la nourriture qu'ils utilisent pour leurs rats est contaminée. Il y a des métaux lourds, des pesticides qui ont été publiés dans un certain nombre de laboratoires dans le monde, dans les croquettes de base de laboratoire. Et donc l'ensemble des tumeurs ne peuvent pas être attribuées à la variation naturelle, mais à la contamination qu'ils ne gèrent pas, notamment en OGM. Il y a plus de 50% de contamination en OGM dans la nourriture des rats de laboratoire aux États-Unis, qui n'est pas identifiée, ne peut pas être pris comme référence pour dire que nous n'avons pas de résultats significatifs. On regarde les résultats par rapport aux témoins, toujours, bien sûr. Et nous avions 2 à 3 fois plus d'effets sur les traités que sur nos témoins, qui étaient contrôlés pour ne pas avoir de pesticides et d'OGM. Mais là, déjà, dès 2007, ils nous disaient les critères qu'ils utilisaient pour dire que tous les effets qu'ils voyaient n'étaient pas graves. C'était les mêmes, en quelque sorte. Ils ne m'ont pas surpris par leurs critiques.
Et on avait vu, une chercheuse italienne, Manuela Malatesta, avait vu qu'il y avait des problèmes sur les cellules de foie de souris qui mangeaient du soja au Roundup. Et elle a pu recréer ces problèmes sur notre suggestion avec du Roundup aux mêmes doses sur des cellules de foie en culture. Et nous avons vérifié cela, enfin nous avions publié avant elle, le Roundup a des doses contenues dans l'alimentation sur les cellules humaines de foie en culture. Donc nous avions un fil rouge pour comprendre ce qui se passait avec les OGM. Donc on a comparé d'abord les données des industriels qui s'arrêtaient à 3 mois de test sur les OGM, et on a vu qu'il y avait des effets toujours sur les foies et les reins, donc notamment avec le maïs MON 810 qui est utilisé en Europe. Mais qu'ils avaient dit, c'est pas grave. Et les agences avaient dit amen, parce qu'en fait, elles ont tout autorisé ce qui a été présenté au niveau de l'alimentation, puisqu'il y a les autorisations à la culture qui n'ont pas toujours été données, sauf pour le maïs MON 810, mais les autorisations à l'alimentation via les importations américaines ont tout autorisé. Donc on en mange des résidus moins qu'aux États-Unis. 98% des plantes alimentaires sont produites sur le continent américain, des OGM alimentaires, notamment via le soja et le maïs, parce que ce sont les plantes pour la nourriture des animaux industriels et pas du tout pour les enfants du tiers-monde. Les effets du maïs MON 810 aussi se concentrent sur les foies et les reins. Donc, fort de toutes ces connaissances obtenues par les industriels au bout de 3 mois, sachant qu'on manque de contre-expertise parce que toutes ces données sont confidentielles et qu'il a fallu aller au tribunal pour les avoir et que peu de chercheurs font ça, mais nous on a pu le faire grâce au CRIGEN, le comité de recherche d'information indépendante sur le génie génétique, sachant que la communauté scientifique n'y a pas accès et que seuls les gens qui font partie, quelques personnes qui font partie des académies, l'expérience, l'histoire et les enquêtes montrent que c'est quelques têtes qui avaient des brevets d'ailleurs, qui ont initié la réaction des académies via les agences sanitaires qui, elles, ont beaucoup, je les connais, je les ai vus de près, beaucoup de têtes de l'industrie à l'intérieur. Il est très difficile donc d'avoir accès à ces données et on a la nécessité d'une expertise contradictoire. C'est pour cela qu'en tant que laboratoire public, nous avons fait de la recherche publique sur ces domaines. Et là, je crois qu'il y a un vrai manque. Et donc, les insuffisances scientifiques majeures dans l'évaluation sur 19 OGM agricoles, donc l'ensemble qui était commercialisé sur une grande échelle et cultivé sur une grande échelle en 2011, on a publié cela et on a montré qu'il y avait 9% d'effets secondaires cachés en quelque sorte ou sous-interprétés peut-être par l'industrie, c'est-à-dire ils disaient c'est pas grave, et que c'est 42% de ces effets, donc 42% des 9%, se concentraient sur les reins ou les foies, pour 28%. Donc, il y avait sans doute un problème hépatique et rénal. C'est pour vérifier cela, ou pour voir si cette hypothèse était vraie ou pas, que nous avons mené des tests de 2 ans. Alors, c'est la première fois au monde qu'on réunissait, grâce à plus de 50 donateurs, autant d'argent, 3,2 millions, pour pouvoir faire un test indépendant des industriels sur un produit déjà commercialisé dans le monde, en prenant les normes internationales et en les poussant à l'extrême. C'est-à-dire que nous avons publié cet article qui a été rétracté, je vous disais, avec des raisons, si on regarde l'éditeur, qui sont à pleurer de rire, c'est-à-dire les raisons, c'était pas les bons rats, finalement. Ils nous avaient félicités au départ, puis Monsanto est rentré sous la forme de Richard Goodman dans le bureau éditorial, 2 mois après qu'on ait publié. Ils ont mis 1 an à vérifier nos 100 000 paramètres de mesure, ce qui était exceptionnel en quantité de mesures pour ce type de test, qui est un test de toxicologie à long terme, et pas du tout de cancérogénèse, hein, comme certains ont cru le lire, ou certains qui ne connaissent pas la différence entre toxicité à long terme, test de cancérogénèse, ou tumeur, cancer, tous les gens, tous ces scientifiques qui font des approximations, parce qu'on peut bien comprendre que le public ne sache pas, mais les scientifiques font des approximations rapides. En fait, c'était dans 75% des cas des gens qui étaient en biologie végétale. Et donc, cette étude a été rétractée avec deux raisons. Ce n'est pas les bons rats. Ah, manque de peau, c'est les mêmes que ceux de Monsanto. Oui, mais vous les avez poussés à 2 ans et ils ont plein de tumeurs. Pour eux, jusqu'à 71% de tumeurs
mammaires et 90% de tumeurs hypophysaires. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, évidemment? Mais les autres, les Wistar, ils ont à peu près la même chose. Donc le rat n'est plus modèle de biologie pour les études à long terme. Manque de peau, tous les industriels, y compris dans la médecine, testent sur ces rats-là avant d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une variabilité qui est énorme, qui ne peut qu'être mise en relation avec la contamination énorme qu'on a vérifiée de l'alimentation. Et en tout cas, aussi bien que dans un test, on doit comparer les témoins et les traités du test, c'est-à-dire avec des rats qui ont toutes les mêmes conditions, sauf pour le paramètre qu'on mesure. Et ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, ils nous ont dit que ce n'est pas les bons rats, et donc il n'y a pas assez de statistiques, parce qu'en fait, il faudrait énormément de rats par groupe, 50 rats par groupe, pour étudier la cancérogénèse. Manque de peau, on n'a pas étudié la cancérogénèse. Donc, on a répondu à toutes les critiques, on a expliqué. Ça, c'est pas retiré, c'est toujours dans l'étude, donc vous pouvez toujours y faire allusion. Et l'autre est republié par un autre éditeur bientôt, sous une forme légèrement différente. Et c'était l'étude la plus détaillée au monde, jamais menée. On n'avait jamais vu dans l'histoire des sciences une étude rétractée un an après. Finalement, l'éditeur a écrit... On l'a rétracté, comme on a fait appel au comité d'éthique parce que la raison n'était pas bonne. Ils se sont dit, finalement, on l'a rétracté parce que vous ne pouvez pas conclure sur le cancer. C'est Wallace Hayes, éditeur en chef de Food and Chemical Toxicology, qui l'a dit. J'ai bientôt terminé. Et donc, il manque de peau. Il n'avait pas lu l'étude parce qu'il n'y a pas le mot cancer dans le PDF de l'étude. Il n'y a pas le mot cancer parce qu'on a eu des tumeurs, je vais vous montrer, qui étaient pour certaines des cancers, mais on n'a pas conclu là-dessus, on a conclu sur la quantité de tumeurs. Parce que les tumeurs, qu'elles soient cancéreuses ou non, faisaient rapidement mourir les rats parce qu'elles avaient des hémorragies internes et elles appuyaient sur des organes vitaux. Donc, voilà, il y a toute une série d'incompréhensions ou de fermer les yeux lobbyistes. Alors, on a fait 8 fois plus long que Monsanto, on a mesuré beaucoup plus de paramètres. Personne n'avait fait avant, aucune agence l'avait demandé. On a mesuré même les hormones sexuelles et on a fait des statistiques qui n'avaient jamais été faites aussi poussées, qui s'appelle une méthode OPLSDA qu'on utilise pour le génome ou le transcriptome, qui montre des problèmes rénaux d'abord et des inversions d'hormones sexuelles. Donc ça confirme l'effet perturbateur endocrinien et l'effet donc de problèmes sur les reins et ensuite sur le foie. Par exemple, les problèmes, la biochimie urinaire montre des problèmes entre les groupes témoins en pointillé et les groupes traités, et ça se différencie bien, et puis les problèmes d'inversion des hormones sexuelles. Alors, les rats consommant des OGM, eh bien évidemment traités au Roundup, sont morts. Vous voyez les problèmes des reins ici, il n'y a pas que les tumeurs, évidemment. Les rats mâles meurent plus rapidement lorsqu'ils consomment des OGM traités au Roundup. C'est évidemment des doses que mangent les Américains, 11, 22 ou 33% dans l'alimentation. Les rats meurent plus rapidement lorsqu'elles consomment des OGM traités au Roundup. C'est la courbe rouge par rapport à la courbe verte, qui sont les contrôles. Vous voyez, c'est loin d'être leur bruit de fond qu'ils ont avec de la nourriture non testée sur les OGM et les pesticides. Les rats meurent plus rapidement quand elles boivent de l'eau contaminée au Roundup. Donc, ça peut venir du Roundup. Je vous dirai dans le débat, si ça vous intéresse, comment ça vient des OGM. Alors, pour les tumeurs, on en avait aussi un grand nombre. Il a fallu les décrire parce que c'est obligatoire quand on décrit une nouvelle maladie ou un nouveau produit qu'on teste. Il faut montrer tout ce qu'on a en toxicologie à long terme. C'est très important. Et des anomalies hypophysaires, bien plus que les contrôles. Par exemple, les mâles ont plus de tumeurs, mais moins de tumeurs que les femelles, et bien plus tôt que les contrôles. C'est en vert, il n'y a qu'une tumeur chez les contrôles, une grosse tumeur. Et les rats ont plus de tumeurs lorsqu'elles consomment des OGM traités au Roundup, il n'y a pas photo. Et donc, Paul Devels de l'Académie des sciences a montré qu'il y avait des effets significatifs là, et il y en a d'autres qui ont été calculés. Les rats mâles ont plus de tumeurs, ça veut dire que je dois m'arrêter, j'ai bien compris. Les rats mâles ont plus de tumeurs lorsqu'ils consomment de l'eau contaminée au Roundup, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Par contre, quand on a de l'eau contaminée... Alors la dose de contamination, c'est 0,1 partie par milliard, c'est-à-dire la dose autorisée dans l'eau du robinet, n'est-ce pas? Mais on a mis le Roundup
et non le glyphosate, parce que le glyphosate n'est jamais utilisé en agriculture. C'est ça la grosse différence et l'originalité du travail. Et alors donc on a eu ce type de tumeur, évidemment, qu'il était nécessaire de montrer sous peine de cacher la réalité. Évidemment, si c'était chez l'humain, on opérerait avant, mais on n'a pas le droit d'opérer les rats pendant qu'ils sont en expérience pour voir ce qu'ils ont. Et évidemment, on l'a fait sous normes éthiques parce que cette nourriture est aussi destinée à l'alimentation animale, donc il vaut mieux observer les premiers animaux qui en mangent scientifiquement et leur prendre du sang que de donner ensuite à manger à tous les animaux de compagnie ou de laboratoire, ces choses-là. Et voilà ce qu'on a obtenu. Alors, tout ça est dans des références, des livres, etc. OGM, le vrai débat, publié en 1999 chez Flammarion, d'autres publiés chez Flammarion ou chez Josette Lyon. Vous voyez là ces livres. Voilà, je voulais juste vous remercier pour votre attention et vous dire qu'on a répondu à toutes les questions. Maintenant, reste aux agences, aux académies ou aux compagnies, puisqu'il n'y a que les tests des compagnies. Les agences et les académies sont des systèmes d'aval, d'acceptation des tests des compagnies, mais elles ne font pas de tests eux-mêmes. Donc, reste à ce qu'on impose des tests à long terme. Entre-temps, il est évidemment nécessaire d'avoir un moratoire au niveau commercial, pas au niveau recherche. Personne n'a jamais fait de moratoire au niveau recherche. Et il est nécessaire également de prendre en compte la toxicité des pesticides dans leur entièreté, puisque les OGM ont été fabriqués au niveau agricole. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait 15 ans que ça dure et qu'il n'y a que ça de commercialisé sur une grande échelle pour être des pompes à pesticides ou produire des pesticides. Merci pour votre attention.